Eh bien, écoutez, au-delà de Bernard, si je lis mon badge, c'est Bernard Soria, et en dessous, il y a marqué vice-président de la SF Coach, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis heureux de vous accueillir pour la seconde table ronde de cette journée. Ce matin, on a parlé des fondements de l'histoire du coaching, mais il y a aussi toute une série de thèmes qu'on va retrouver cet après-midi quand on va s'interroger sur le futur du coaching, l'évolution des formes d'accompagnement. Vincent de Féligonde, qui est le chef du service économique et social du journal La Croix qui a fait un très long et très bel article sur le coaching cette semaine, a bien voulu accepter d'animer cette table ronde avec moi, donc sur les nouvelles tendances, les nouvelles formes que prend l'accompagnement. Avant de lui passer la parole pour présenter nos intervenants et nos invités, je voudrais juste dire trois choses ou reprendre trois points. Le premier point, ça a été largement dit ce matin. Il y a une certaine confusion autour du terme de coaching qui a été un peu dévoyé. Ce qui fait d'ailleurs que certains se demandent s'il ne faut pas employer un autre terme, celui d'accompagnement par exemple, ou bien d'autres mots ont été suggérés par Georgini ce matin. Et cette question est quand même d'autant plus importante que l'un des mouvements que l'on observe, c'est au-delà du développement du coaching individuel, le développement du coaching d'équipe et du coaching d'organisation. Donc, ce serait intéressant que cette table ronde permette d'éclairer cette question en s'intéressant aux facteurs d'évolution de la société, des entreprises, du rapport au travail, qui vont faire ou qui voient déjà émerger de nouvelles formes de coaching. Ça, c'est un premier point. Le second point, ce sera peut-être de se demander, on parle beaucoup, et on en a déjà parlé ce matin, de la posture de coach. Qu'est-ce que c'est qu'une posture de coach ? Et se demander en quoi ces nouvelles formes sont ou ne sont pas ou du coaching. Sans doute y a-t-il une dimension de réflexivité dans notre métier de coach et de l'approche qu'on a à la SF Coach qui doit persister dans ces nouvelles formes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est coach ? Qu'est-ce qu'on fait quand on coach un manager ou un dirigeant ? Quand on coach une équipe ? Qu'est-ce qu'on fait quand on coach une organisation ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et être conscient de ce que l'on fait. Et le troisième point, c'est aussi sur l'avenir du métier. Puisque de nombreux coachs, vous êtes nombreux aujourd'hui, et donc de nombreux coachs quand même s'interrogent sur l'avenir de ce métier. D'ailleurs, la journée d'études qu'on a faite à Lyon cette semaine avait pour titre « Y aura-t-il encore des coachs demain ?» Donc, on essaiera de voir avec nos intervenants cet après-midi comment eux voient l'avenir de ce métier, comment ils répondent à ces questions. Vincent, je te passe la parole pour que tu les présentes. Très bien. Ça marche, allô, oui. Je vais commencer par le plus éloigné de moi, Sybille Persson. Vous êtes professeur au département RH et comportement organisationnel de l'ICN Business School de Nancy. Après avoir roulé votre bosse dans le monde de l'entreprise, le secteur public, le consulting, vous êtes venu assez naturellement au coaching, m'avez-vous dit. Vous êtes l'auteur en 2005 de la première thèse en sciences de gestion sur la littérature des coachs. Vous avez étudié 43 ouvrages écrits entre 1992 et 2003. Vu le nombre de livres sortis sur le coaching depuis cette date, on se dit que vous avez échappé au pire. Si vous deviez faire votre thèse aujourd'hui, ça ne vous prendrait pas 3 ans ou 3 ans et demi, mais ça vous prendrait peut-être 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, vous vous intéressez particulièrement à la pensée chinoise traditionnelle pour mieux comprendre les fondements et les ressorts des processus d'accompagnement. Jacques-Antoine Malarevitch, vous êtes médecin, psychiatre et consultant. J'avais écrit coach, mais on a rayé. Et vous êtes, vous l'avez expliqué, non, d'ailleurs, vous n'avez pas encore pris la parole, mais vous faites une différence entre coach. La coach, c'est une pratique et le consultant, c'est un métier. Vous partagez votre temps entre les deux activités. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'approche systémique en entreprise,
à la thérapie familiale, à la thérapie de couple et à l'hypnose ericksonienne. Vous faites beaucoup de supervision et vous aimez ça parce que ça vous permet d'engueuler les gens. Donc un certain nombre de personnes d'ailleurs qui sont engueulées par... Je lui ai dit ça ce matin entre quatre yeux et puis il le répète. Par Jacques-Antoine, sont dans la salle. Vous vous intéressez particulièrement aux nouveaux outils, dont la médiation et le coaching de binôme. Armelle Saint-Raymond, vous êtes depuis 3 ans DRH de Petit Bateau, après avoir été chez 3M, puis exercé la fonction de DRH dans diverses filiales du groupe Yves Rocher, en France et à l'international. Vous avez une formation d'école de commerce, vous avez fait, il y a 7 ans, une formation de coach qui vous a fait passer d'une position haute, de conseil, classique chez les DRH, à une position basse, d'accompagnement, la posture du coach. Ce qui fait que votre bureau ne désemplit pas, les salariés venant se faire coacher chez Armelle. Ce qui me rend d'autant plus fier d'avoir réussi à vous parler avant cette table ronde. Thierry Chavel, vous êtes professeur associé à l'Université Paris II Panthéon-Assas, mais aussi coach de dirigeants et superviseur au sein du cabinet CED Compagnon. Et comme si vous n'aviez pas assez, vous êtes de plus auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont un consacré au burn-out que vous avez vécu pour avoir trop travaillé, ce qui est assez malin. Après une école de commerce et un DEA de sciences humaines, vous avez suivi les cours de Pierre Bourdieu au Collège de France et vous avez fait en 2006 la 2e thèse en France consacrée au coaching après celle de Sybille Persson. Et vous avez obtenu en 2009 la première habilitation à diriger des recherches. Après les débats de ce matin, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de vous interroger tout d'abord sur ce que vous voyez émerger dans la pratique du coaching. Qu'est-ce qui vous apparaît être les voies d'avenir de ce métier? Peut-être Sybille? On essaye de faire des réponses assez courtes et d'avoir une discussion avec la salle le plus possible, évidemment. Ok, donc la question c'est... Qu'est-ce que vous voyez émerger dans la pratique du coaching? Qu'est-ce que je vois émerger dans la pratique du coaching? Alors, le coaching, par définition, est confidentiel, donc on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Bon, ça ne veut pas dire que les gens n'en parlent pas. Et il est vrai que moi, là où j'en suis, j'étudie plutôt les discours officiels de légitimation du coaching que ce qui se passe effectivement à l'intérieur. Il n'empêche que je rencontre des coachs et que ce qu'ils me font remonter en général, c'est que les demandes sont de plus en plus complexes, délicates, et qu'ils doivent travailler dans des zones d'ambiguïté, de flou, où les choses sont peut-être moins claires et moins nettement définies que ce qu'on voudrait quand on regarde les discours officiels autour du coaching. Mais je ne peux pas vous dire beaucoup plus ce qu'il en émerge. Jacques-Antoine? Je crois très sage de considérer que le coaching va disparaître. C'est peut-être un peu trop court comme réponse. Expliquez-vous. Alors d'abord, la première raison, c'est que je crois que ce que je trouve également sain, c'est qu'on n'est pas vraiment d'accord sur ce que c'est. Alors est-ce qu'on fait du coaching? Alors on pourrait suivre les choses historiquement. Est-ce qu'on fait du coaching individuel? Est-ce qu'on fait du coaching d'équipe, de groupe, d'organisation? Est-ce qu'on fait des coachings d'intégration, de prise de poste, etc., etc. C'est un terme qui, on l'a dit également ce matin, se banalise d'une façon absolument abominable, jusqu'à ne plus vouloir rien dire. Il y a quelques jours, j'entendais que le saumon, oui, quand j'étais petit, le saumon, c'était un luxe. Maintenant, on bouffe tellement et on élève tellement de saumon, et on élève tellement de coachs également, qu'il y a même de la dioxine dans les saumons bio. Donc, ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que je crois qu'il subsiste encore une confusion avec la psychothérapie. C'est également à cause des psychothérapeutes, mais je pense que, par exemple, la notion de développement personnel avec laquelle j'ai un peu de mal entretient cette confusion entre ces deux champs, ces deux types d'activités. Qu'est-ce que vous voulez dire, que vous avez un peu de mal avec le développement personnel? J'essaie de ne pas être trop provocant, enfin j'ai un peu de mal, mais... C'est l'heure de la digestion, donc autant...
Non, mais enfin, je vais y revenir à la fin en essayant de rester court. Bon. Troisième raison, je crois que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les entreprises maintenant. Et notamment depuis la loi sur les risques psychosociaux, qui a énormément changé le fonctionnement des entreprises. Et je pense que les consultants en général sont un peu passés à côté de la médiation. Je supervise effectivement beaucoup de consultants et j'entends régulièrement la question « Écoute, on me demande une médiation, qu'est-ce que je fais ?» Alors, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont des médiateurs en interne, de la même façon qu'il y a beaucoup de médiateurs qui sont ou qui restent des avocats. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui a été raté, peut-être parce qu'il y a trop de coachs. Autre raison, c'est l'ubérisation de ce métier. J'utilise ce terme puisqu'il est a priori, on le comprend. Vous savez peut-être qu'il y a de plus en plus de plateformes qui mettent en lien des demandeurs et des professionnels, et que ces plateformes, comment dire, c'est leur fonctionnement, hein, ne se soucient pas, a priori, de la compétence du professionnel. Ce qui aboutit, entre autres conséquences, c'est quand même une dimension importante, à une diminution drastique du prix de l'intervention. Enfin, je ne sais pas, j'ai entendu des chiffres il y a quelques semaines, je ne sais pas, 60, 80 € de l'heure, voire moins. Donc, je veux dire, il y a quand même une extrême banalisation de ce métier, mais encore une fois, avec les mêmes termes. On parle de coaching et on parle de coach, et on parle de client, etc., etc. Enfin, dernière raison, mais là, je parle plus en tant que citoyen. Ce qui me gêne dans le coaching individuel, c'est que ça facilite, me semble-t-il, l'individualisme dans l'entreprise. Lequel individualisme dans l'entreprise est exactement le reflet de l'individualisme dans la société. Et puisque vous avez mentionné ces deux outils, parce qu'effectivement, pour moi, consultant, c'est un métier, coach, c'est quelqu'un qui utilise un outil ou qui a une pratique qui s'appelle le coaching. Alors, je propose un autre nom, c'est coachinge. Moi, je parle de coachinge, généralement. Je pense que c'est un... alors, la conséquence de l'individualisme dans l'entreprise, c'est quand même la question de la confiance, dont il y a régulièrement des écrits là-dessus, sur les difficultés par rapport à la confiance, voire à la méfiance dans l'entreprise, ou à la défiance. Donc je pense que ça serait quand même intéressant peut-être de travailler davantage, au-delà des prétentions, des proclamations de bonnes intentions, de travailler plus sur le groupe que sur l'individu. Alors ça, c'est plutôt un point de vue de citoyen, encore une fois. Voilà. Armelle, vous qui êtes dans l'entreprise. Alors moi, dans les grandes tendances émergentes qui m'intéressent, c'est toute l'évolution de l'accompagnement au plan collectif. Je trouve que c'est finalement là où il y a le plus de nouveautés et c'est là où ça bouge le plus et où ça répond le plus aux enjeux de l'entreprise. Je vais revenir sur ce qu'a dit Pierre Giorgini ce matin sur le changement de paradigme en matière de coopération. Moi, je trouve ça extrêmement juste. Un des enjeux fondamentaux de l'entreprise en général et de petits bateaux en particulier, c'est de passer d'un mode vertical à un mode transversal, c'est de passer d'une culture du produit à une culture du service, et la culture du service pour le client final, et c'est éminemment transversal. On ne peut pas mettre en place des services dans l'entreprise si on n'active pas tous les acteurs de l'entreprise autour d'une dynamique transversale, et c'est absolument antinaturel pour la plupart des entreprises traditionnelles dont je fais partie, qui sont organisées sur un mode hiérarchique, vertical, où chacun fait bien son job dans sa zone d'expertise avec son équipe sur son territoire, mais ne travaille pas avec les copains. Donc je trouve que l'émergence des nouvelles approches en matière de coaching, alors je pense notamment à deux choses, qui sont la première qui est le co-développement et la deuxième qui est la création de communautés, permet de créer un mode coopératif maillé, pour reprendre l'expression de Pierre Giorgini, que je trouve très juste, enfin moi ça me parle. Et alors moi chez Petit Bateau, on a testé depuis 2 ans et demi la mise en place d'expériences de co-développement. Alors il n'y a pas de livrable, il n'y a pas de payback attendu, on leur demande rien, c'est gratuit.
Et le seul objectif, c'est vraiment de créer, alors là aussi pour reprendre l'expression de ce matin, un tiers-lieu où les finalités, c'est l'alliance entre les participants, l'entraide, la solidarité. Et l'idée, c'est vraiment d'ancrer dans les esprits de chacun que l'autre peut être une ressource pour soi et qu'on est chacun également une ressource pour l'autre. Et rien que ça, c'est juste énorme. Enfin, ça répond tellement à un des enjeux majeurs des boîtes aujourd'hui que ça, c'est énorme. Et le pari qu'on fait, c'est que après avoir vécu une expérience de co-développement pendant 8 mois, 9 mois, ça dépend du nombre de participants, les gens, quand ils vont revenir dans leur job opérationnel, ils vont plus travailler ensemble de la même façon. Et globalement, on voit des choses qui changent. Moi j'observe des comportements qui changent en termes de coopération et notamment sur la transversalité. Ça, c'est la première chose sur le co-développement. Puis il y a une deuxième expérience qu'on est en train de faire là, en ce moment, qui est de créer des communautés. Donc là aussi, on travaille beaucoup sur le maillage. Et l'idée, c'est vraiment de sortir les gens de leur filiale, de leur département, de leur petit territoire, pour les faire rencontrer des pairs, des gens qui vont partager les mêmes niveaux, les mêmes préoccupations qu'eux. Et donc, on a créé des communautés de managers, par exemple, puisque un de mes objectifs, c'est de développer la maturité managériale chez Petit Bateau, qui est une boîte très experte. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que des experts deviennent des managers? Donc, on a créé des communautés de managers. Et là aussi, on ne leur demande pas grand-chose. Mais c'est un lieu pour eux, c'est une cour de récréation, où ils sont là pour échanger. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ah oui, le saumon. C'est un lieu pour eux, pour échanger autour de leurs difficultés, pour échanger leurs pratiques, etc. On a prévu également de créer des communautés autour du digital, puisque c'est un des axes stratégiques de la boîte, c'est se digitaliser. On a prévu de créer des communautés autour du retail, c'est aussi un des axes stratégiques de l'entreprise. Voilà. Et moi, je crois beaucoup aussi qu'à travers ces communautés, on va réussir à créer ce maillage. Donc tout ça en résumer, pour dire que pour moi, ce qui bouge le plus aujourd'hui dans le monde du coaching, c'est toutes les dynamiques collectives. Sur l'individuel, je trouve qu'à part quelques expériences type plateforme ou coaching par téléphone, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose de nouveau, selon moi. Mais après, je ne suis pas une spécialiste, je ne vois pas tout. Thierry Chavel. Merci Armel. D'abord, moi je suis très content d'être là. C'était Thanksgiving il y a quelques jours. Donc, je pense qu'une des choses qu'on apprend en coaching, c'est la gratitude. Enfin, moi je pense que notre métier, c'est d'abord apprendre la gratitude. Donc, je voudrais remercier Pascal Pougnet, Annie et Bernard d'avoir permis tout ça. Je ne sais pas si le coaching va disparaître, mais alors s'il va disparaître, on est nombreux à contempler le vide. Donc c'est intéressant parce qu'on est autour d'une profession émergente et en même temps, on en dit tous des choses différentes. Comme disait Jacques-Antoine, ça me rappelle une vieille blague juive qui dit que vous mettez 3 personnes ensemble et il y a 4 avis. Donc là, vous mettez 4 coachs ensemble et il y a au moins 2000 avis, quoi. Je pense qu'il y a autant de coaching que de coach. Les évolutions, je partage un peu ce que disaient mes camarades. Moi, je trouve qu'il y a 2 choses. Il y a le business, le coaching, c'est devenu un business. Et il y a la profession. Je ne sais pas si c'est un métier, mais moi, je pense que c'est une profession parce que c'est vocationnel, le coaching. Voilà. Ça existait avant que ça s'appelle comme ça survivra au mot. Côté business, je pense qu'on va assister à ce qui s'est passé dans la outplacement. Moi, je le vois de plus en plus à Paris 2, peut-être toi aussi à l'ICN. C'est-à-dire une taylorisation des métiers de l'accompagnement en entreprise. Voilà, on passe par les achats, vous devez en faire l'expérience, on en parlait ce matin. C'est aussi une préoccupation de gagner notre vie avec le coaching. On peut faire du coaching sans être coach. Moi, je crois qu'on va assister à une segmentation avec des approches de plus en plus standards dans certains cas. Et puis, il restera de l'artisanat. Alors moi, je défends plutôt une ligne artisanale, mais je pense qu'il y a de la place aussi. Comme il y a plusieurs syndicats de coach, il y a plusieurs approches de coaching et le business va se segmenter comme aux États-Unis. On arrive à maturité. Pour l'individuel comme pour le collectif. Donc je pense qu'il y aura des copyrights, il y aura des certifications, des formations qualifiantes, enfin plein de choses pour rassurer des acheteurs et pour rassurer des clients qui achètent ça comme ils achètent de la formation managériale. Après, le côté professionnel, qu'est-ce qui émerge ? Je sais pas. Moi, je pense qu'on est des directeurs de conscience postmoderne. On peut peut-être se le dire entre nous.
Je pense que la profession, elle a de beaux jours devant elle, dans la mesure où les questions qui surgissent en coaching, en tout cas individuel, sont de plus en plus des questions essentielles. Moi, je ne sais pas faire la différence entre un coaching professionnel, un coaching personnel et un coaching plus spirituel. Je pense que les questions, on est fait d'un seul tenant, donc les clients, ils viennent avec l'ensemble de leur réalité humaine. Je ne crois pas que la psychologie circonscrive le coaching. Je pense aussi que c'est de plus en plus pluridisciplinaire. Donc on assiste aussi à l'émergence d'approches moins orthodoxes. Alors il y a de la place pour la psychologie, il y a de la place pour la psychanalyse, il y a de la place aussi pour des thérapies innovantes, il y a de la place pour l'énergétique, il y a de la place pour le spirituel, on va dire un gros mot. Mais voilà, je pense qu'on a aussi rendez-vous. Plus on va vers l'individualisme dont parlait Jacques-Antoine, et moi j'ajouterais vers le matérialisme, on est dans une approche de plus en plus matérialiste et de plus en plus consumériste du coaching, plus il y aura de besoin d'être. Et je pense que ce qu'on vend, à mesure qu'il y a ces outils technologiques et cet e-coaching qui se développe, moi j'ai des confrères aux États-Unis qui disent, j'ai une consoeur à Los Angeles, elle dit je fais 100% de mes coachings désormais par Internet. Je lui dis mais tes clients de Los Angeles, elle me dit mais ils mettent 2 heures pour traverser Los Angeles, donc ils préfèrent le faire par Skype. Bon, plus il y aura de technologie, plus il y aura le besoin de ce qu'on fait, c'est-à-dire, moi je crois qu'on fait de la présence inconditionnelle. On vend de la présence inconditionnelle. Je voulais reposer une question à Jacques-Antoine par rapport à l'analyse systémique. Est-ce que l'analyse systémique par rapport à ces différentes formes de coaching n'est pas un cadre absolument essentiel, indispensable, privilégié, parce que par rapport à ces différents modèles ou types ou évolutions de coaching... Il ne faut pas me poser la question à moi, parce que je ne peux pas dire non. Non mais... ce que j'ai entendu la table ronde ce matin, si j'ai bien compris, tout le monde s'y réfère plus ou moins. Bon, alors, d'abord, moi, je ne pense pas qu'il y ait une approche systémique, il y a un état d'esprit systémique, et comme tout état d'esprit, cette approche ou cet état d'esprit donc, a tendance à être impérialiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit les choses d'une certaine façon, tout ce qui tombe dans le regard peut, effectivement. Donc, oui, encore une fois, je ne suis pas la bonne personne, je ne peux pas dire non. Moi, ça me paraît évident. C'est bien pour ça que ça fait partie de ce que parlait ce matin, c'est-à-dire des croyances. J'y crois. Tout le monde n'est pas obligé d'y croire, et j'espère que tout le monde ne veut pas faire ou ne veut pas faire de la systémique. Mais à partir du moment où on croit à des choses relativement pertinentes ou qu'on croit pertinentes, ben ça marche mieux. Donc oui, encore une fois, pour moi, ce qui m'intéresse personnellement dans la systémique, et pas seulement en tant que consultant et coach, mais également en tant que thérapeute, c'est la prise en compte du contexte. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir une vision plus globale et plus groupale, disons, de notre devenir ici-bas. C'est-à-dire, on est d'abord et avant tout, non seulement des gens qui faisons circuler de l'information, mais on est d'abord et avant tout en relation. Et évidemment, là, il y a quand même une rupture avec avec une psychologie plus classique. C'est évident, bien sûr. Merci. Vincent, sur le même ordre d'idée, justement, je voulais demander à Sybille, qui s'intéresse tellement à la pensée chinoise, en quoi, qu'est-ce qui l'intéresse dans la pensée chinoise par rapport à la manière d'aborder ces questions? Alors, je vais peut-être juste vous raconter rapidement comment je suis arrivée à rencontrer la pensée chinoise, parce que je n'avais pas, a priori, d'intérêt particulier. J'ai d'abord commencé par étudier, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, les écrits des coachs de façon particulièrement ciblée sur les livres écrits par le coaching depuis 92, après jusqu'à 2003, et j'ai continué ensuite. Donc là, j'étais dans le milieu francophone. Il suffisait que le livre ait coach, coaching ou coaché sur le titre, et il était dans ma base de données. Et après, je le dépouillais, un travail de bénédictine, on a dit, à ma soutenance de thèse. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment la flemme de continuer parce que c'est trop toujours la même chose, en gros. Alors, je suis allée voir ensuite plutôt du côté du mentorat, du mentoring, parce que du côté anglo-saxon, il y a toute une littérature qui existe, et assez étonnamment en France, on en parle peu du mentorat. Alors que le champ est vraiment établi et a montré son utilité, que ce soit pour les organisations, pour les mentors, pour les mentees. Et je pense qu'à l'heure de l'allongement de la durée de vie professionnelle et de l'allongement de la durée de vie tout court, cette notion de mentorat et de transmission est essentielle. Mais au fur et à mesure que j'avançais, que je sortais un peu de la parole établie que j'avais pu repérer dans les discours sur le coaching,
j'ai compris qu'il y avait une espèce de corset intellectuel et qu'on n'était pas confortable pour penser fondamentalement ce qu'était l'accompagnement. Parce que l'accompagnement, et ça a été évoqué ce matin par Alain Cardon, c'est d'abord une affaire de mouvement et de fluidité, avant que d'être une affaire de définition et de mise en forme. Et en découvrant la pensée chinoise grâce à 2 coachs, j'ai vraiment là eu l'impression d'entendre quelque chose qui était plus en lien avec les notions de vivant, avec les notions de transformation, avec les notions de stratégie et les notions de potentiel de situation. Autant de termes qui me semblent être totalement en accord avec ce qui se passe dans une démarche de coaching. Les êtres ne sont pas indépendants des environnements dans lesquels ils fonctionnent. Les situations vont aussi forger les comportements, on le sait quand on a fait un peu de psychosociologie. Et à partir de là, la pensée chinoise me semble être une façon, non pas de dire mieux ce qu'est l'accompagnement, mais de nous permettre de sortir d'un peu d'un héritage qui date effectivement. Socrate avec Vincent Lénard, c'était les 2 number one dans les références utilisées par les coachs dans leurs livres entre 92 et 2005. Donc vous voyez, il y a des voisinages qui sont peu attendus au départ, mais c'était tous les 2 noms propres qui étaient le plus cités dans les livres sur le coaching. Mais il y avait aussi Lao Tse, il y avait aussi Bouddha, il y avait aussi Jésus. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Un coach nommé Jésus ». Donc, j'avais bien compris dès le début qu'il y avait un bric-à-brac, mais aussi une caverne d'Ali Baba, des ressources très larges, et qu'il n'était pas si simple que ça de définir, parce que c'était mon objet au départ, mon but au départ, les ressources théoriques fondamentales du coaching. Et il y avait aussi, et là, entre les analyses, les tenants de l'analyse transactionnelle et les PNListes, eh bien, les 2 thématiques méthodologiques qui ressortaient le plus, c'était bien AT et PNL, ce qu'on retrouve encore dans les formations au coaching. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur la pensée chinoise. Je pourrais aller plus loin, mais je ne voudrais pas être trop longue. J'y reviendrai si on m'y interroge. Non, mais moi je trouve que c'est intéressant, parce que en quoi la pensée chinoise peut être adaptée à des gens qui viennent d'une culture qui est totalement... qui n'est pas chinoise, quoi. Enfin, je veux dire, on est quand même assez formaté, ou plutôt influencé par la culture dont on vient. Alors, j'en dis 3 mots, alors. 3 mots en 3 points, donc c'est des mots un peu plus longs, mais globalement, la pensée chinoise, on va retrouver avec le courant fondamental qui est celui du taoïsme, une espèce de rapport au vide et à la nature. Le vide, il n'est pas vide. La physique quantique nous l'a expliqué. Le vide, il est plein de choses. L'espace est plein de choses. L'invisible est plein de choses. Ce qu'on ne voit pas peut exister. Donc il n'y a pas le même rapport et la même division entre sensible et intelligible dans la pensée chinoise. Donc la notion de division est beaucoup moins nette. Ensuite, dans le confucianisme, qui est le 2e grand courant, alors ils sont nés à peu près en même temps, il y a toute cette recherche d'harmonie sociale, de faire lien ensemble, d'être en collectivité. Alors ça peut un peu étonner quand on connaît certaines pratiques dans les dictatures chinoises, que ce soit le communisme, que ce soit les empereurs d'avant, etc. Mais le fait de s'insérer dans la société est une question de survie. Ce n'est pas d'abord une question de comment j'existe, moi, existerai, c'est sortir du lot, c'est se montrer, c'est développer l'ego, c'est vouloir être le premier, le number one, etc. Donc on est plutôt dans une société plus naturellement inclusive avec cette recherche d'harmonie. Puis alors vous rajoutez un peu de saupoudrage de bouddhisme qui est arrivé dans le 1er millénaire en Chine et qui a amené ce supplément d'âme ou de compassion qui est nécessaire aussi pour faire société. Et je trouve que ces 3 vecteurs-là peuvent challenger avec beaucoup d'intérêt la pensée qui est la nôtre occidentale et qui s'est forgée en gros entre Athènes et Jérusalem. Alors avec plein de ramifications ensuite, mais on est tellement occupé à regarder cette ramification qu'on oublie l'ethnocentrisme qui est le nôtre quand on veut penser l'accompagnement. Armelle, c'est une question, je joue un peu la mouche du coach, donc... je ne comprends pas très bien en quoi le co-développement et la création de communautés a à faire avec le coaching. C'est-à-dire, vous avez dit il y a un tiers-lieu, mais est-ce qu'il y a une tierce personne? Parce que le coach, c'est la tierce personne, si je comprends bien.
Si une dynamique de groupe de co-développement professionnel ou une communauté, il y a un coach qui agit là-dedans ou pas, ou qui les aide à... Oui. Comment ça se passe pratiquement? C'est vous, le coach, ou c'est... Non, c'est un coach externe. D'accord. Qui est certifié en co-développement. Et donc, il essaye de... Enfin, j'interroge pour savoir comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il fait pratiquement? Ah ben, je ne sais pas, je ne suis pas là. Vous n'êtes pas là. C'est vous qui payez, donc vous devez savoir un peu. Je ne vous apprends pas qu'il y a un devoir de confidentialité. Moi, je vois que le résultat. Oui. Mais c'est vraiment, pour vous, c'est une voie de développement très importante pour les coachs. Ah ouais, c'est une évidence. Alors, c'est une forme de travail autour du collectif et de la coopération. Moi, je pense qu'il va y en avoir d'autres demain. Aujourd'hui, celle-là, moi, je la trouve assez séduisante et en tout cas, ça répond bien, ça prend très bien dans notre culture d'entreprise. Mais il pourrait y en avoir d'autres. Après, je reviens à la notion de systémique. Moi, je trouve qu'il y a aussi une des tendances qui est intéressante en ce moment dans le monde de l'entreprise et qui est extrêmement liée au fait qu'il y a une accélération absolument incroyable de la transformation dans les boîtes. Et on a des organisations qui se font et qui se défont à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise il y a 20 ans, quand il y avait une réorganisation, on était peinard pour 5-7 ans. Voilà. Puis on se disait, c'est bon, on a fait notre job, on peut souffler, on va attendre la prochaine, mais on a un peu de temps devant nous. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On vient à peine de terminer une réorganisation qu'on est déjà en train de penser à la suivante. Et donc, on a des salariés qui sont dans une grande essoreuse en permanence. Et le corps social, ça crée une tension dans le corps social qui est vraiment importante, d'où les risques psychosociaux, et qui fait que le corps social doit s'adapter beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite et en permanence au changement d'organisation. Il est vraiment dans une grande essoreuse. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que c'est extrêmement important de penser la transformation dans l'entreprise de façon systémique et de réfléchir l'entreprise de façon cohérente entre l'organisation, entre les personnes qui la composent et entre la culture de cette entreprise. Et c'est vraiment important de ne pas regarder uniquement l'organisation au sens de l'organigramme. On va changer la structure et basta. Mais c'est tout le système autour qu'il faut regarder dans sa globalité. Et j'ajouterais aussi qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que les changements d'organisation sont parfois au service des changements de culture. Je m'explique. Quand vous avez une entreprise comme Favi ou comme le groupe Hervé, pour lesquels ce qui était clé et déterminant pour réussir la compétition, pour réussir leur enjeu économique, c'était de développer l'autonomie des salariés, leur sens des responsabilités, leur capacité à prendre des décisions en commun. Ils ont mis en place des formes d'organisation innovantes qui étaient vraiment au service de ce changement culturel. Ça, c'est aussi quelque chose que moi, je n'avais jamais vu dans les entreprises avant. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises interrogent l'organisation au regard de leurs enjeux culturels et pas uniquement au regard de la stratégie, par exemple. Vous dites que les personnes sont dans une grande lessiveuse. Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous développez aussi, est-ce que ça nécessite un accompagnement personnel de ces personnes concernées ? Ou est-ce que cette création de communauté ou le co-développement professionnel peut permettre d'affronter ces bouleversements ? Alors, il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que pour certains managers, notamment les managers qui doivent être porteurs de la transformation, qui doivent embarquer les gens, qui doivent conduire le changement, souvent, ils ont besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. Et donc là, il y a une attention particulière à apporter. Et puis parfois, on met en place des dispositifs d'accompagnement qui sont beaucoup plus collectifs. Il n'y a pas pour le coup, il n'y a pas vraiment une bonne réponse. Il n'y a pas une réponse universelle. Il y a autant de réponses que de cas de figure. Mais il y a une absolue nécessité d'accompagnement. Parce que sinon, on a effectivement un système qui est en surchauffe et on a une casse sociale qui est importante.
les risques psychosociaux et les burn-out dans l'entreprise sont souvent issus du fait que les salariés sont confrontés à une frénésie de transformation qui les broie, et qui les laisse vraiment sur le carreau. Le fait que vous soyez coach, ça a joué un rôle dans le fait que vous soyez embauché chez Petit Bateau ou pas? Pas du tout, tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse pas, ça n'intéresse personne. Le directeur général, je ne sais pas qui vous a recruté, il ne vous a pas dit tiens, vous êtes coach, ça sert à quelque chose? Il ne l'a même pas relevé sur mon CV. Et maintenant, il en est plutôt content? Bah oui, mais c'est ça tout le truc, quoi. C'est-à-dire que y a pas. Enfin, moi, je n'en fais jamais état. Je n'en parle pas. C'est mon truc à moi. Par contre, j'essaye d'agir en étant cohérente avec les principes de coaching et ce que j'ai appris dans ma formation et ce que j'essaye de mettre en œuvre. Mais je ne le revendique jamais, je ne le brandis pas comme un étendard. En l'occurrence, les gens savent que vous l'êtes, puisqu'ils disent « je vais chez Annie pour me faire coacher ». Alors moi, c'est Armel. Armel, pardon. Et vous pouvez m'appeler Annie, hein, si ça vous fait plaisir. Non, mais en fait, il y a beaucoup de gens d'entreprise qui ne savent pas que je suis coach et que j'ai été formée au coaching, mais qui viennent chercher... une écoute et qui viennent chercher plutôt un état d'esprit qu'autre chose. Thierry, quand on avait discuté avant la table ronde, vous étiez très critique envers le développement de supermarchés, de la sagesse en kit, dont vous considérez que ça s'agit de patch pour aider les dirigeants à tenir bon. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu tout ça ? Oui, je vais essayer de me rappeler ce que je voulais dire, parce que c'est très vaniteux de prétendre tenir un discours à peu près raisonné, même pas scientifique, mais à peu près cohérent sur notre profession, parce que ça bouge beaucoup, et comme je disais, on en a tous une lecture subjective, donc ça ne va engager que moi, ce que je vais dire. Comme tout le reste, enfin, je veux dire, on parle que de soi tout le temps. Pour moi, Vincent, votre question, elle touche la problématique de l'outil. On voit bien que la transformation dans l'entreprise, c'est devenu un tel mantra que le coaching peut être vu comme un outil en plus pour le manager. Et donc, par corollaire, moi je rencontre de plus en plus de candidats coachs qui se racontent une chose, c'est qu'il leur faut un truc en plus pour être des bons coachs. Donc ils ont une frénésie de formation, une frénésie d'outils, une frénésie de technique, une frénésie de pratique aussi, qui à mon avis conduit à une aporie. Parce qu'au bout d'un moment, plus on est outillé, plus on ressemble à un sapin de Noël, avec des copyrights partout, et avec des choses qui sont censées rassurer l'autre, mais en fait qui n'ont comme projet que de se rassurer soi, quoi. Alors que pour moi, la compétence de coach, c'est plutôt d'en enlever. On parlait de systémique avec Jacques-Antoine. Moi, je crois qu'un des points de la systémique, c'est la complexité. Le monde est de plus en plus complexe, et du coup, le coaching, il apporte justement de la simplicité. Pour moi, la pensée chinoise et la pensée orientale en général, c'est cet épure que le coach, mais d'autres aussi, que d'autres formes d'accompagnement attestent, c'est-à-dire de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, c'est quoi la simplicité ? C'est le contraire de ces sagesses en kit. C'est-à-dire, on n'est pas un patch en plus pour traverser des transformations difficiles. Je ne pense pas que le coaching, ça serve... Alors ça, c'est une question éthique, après, déontologique presque. Mais est-ce qu'on est là pour faire passer la pilule de changements de plus en plus difficiles ? Non, on est là pour interroger... Vincent l'a dit ce matin, je souscris à 100%. On interroge le qui, on interroge le quoi, on interroge le comment, on interroge le pourquoi, on interroge éventuellement le avec quoi. C'est une question holistique que pose le coaching. Donc, à côté de ces sagesses en kit, de ce supermarché de l'être. Alors c'est peut-être ça que tu questionnes à propos du développement personnel, mais moi je vois ça aussi dans la surmédiatisation du mot coaching. C'est qu'on a une représentation de notre profession qui est ça apporte des réponses. Revenons à l'essentiel, notre job c'est d'apporter des questions. Donc on est des mailloticiens qui interrogeons la réalité que l'autre nous décrit. Et de ce point de vue-là, le chemin de coach, c'est un chemin à la fois beaucoup plus simple. Je pense qu'un enfant est un excellent coach.
Et en même temps, c'est un chemin qui est mystérieux parce que c'est pas très facile de nommer ce qu'on fait dans une séquence. Vous le disiez, Armel, on n'est pas dedans, donc on ne peut pas décrire le co-développement sauf à raconter des histoires. Est-ce que le fait, personnellement, d'avoir vécu un burn-out, ça vous a changé dans votre pratique ou dans votre rapport à cette pratique ? Oui, sans transition, incontestablement. Enfin, j'essaie de raccrocher. Pour moi, le burn-out, c'est un truc qui, à la fois, est extrêmement courant dans nos professions. Je pense que tous les métiers de l'accompagnement sont sujets au burn-out parce qu'on est des éponges. Moi, j'ai longtemps cru que j'avais la vocation d'une éponge, donc on est traversé par d'autres vies que la nôtre, comme dit Carrère. Et que ça s'imprime, on a beau avoir, moi j'avais des supervisions dans tous les sens, comme vous peut-être, j'avais des espaces, des lieux, j'avais une vie équilibrée. Pour autant, il y a un moment où l'épuisement était sur ma route. Je pense que c'est un des grands tabous de la profession. J'ai eu énormément de témoignages de confrères d'ailleurs qui m'ont dit « mais merci d'en parler, merci de raconter qu'on est fragile ». Je pense que c'est même une très bonne nouvelle, et c'est ça le mystère du burn-out en ce qui me concerne, c'est que en soi c'est douloureux, mais ça a été un coup d'arrêt à un état qui était, à mon avis, de sur-régime. Voilà. Et je pense que quand on a un métier passion, on est des bons candidats au surmenage. Et donc, je ne sais pas si je me prenais pour un outil pour raccrocher avec votre question précédente, mais je pense que la seule chose qui peut nous aider, c'est de ne pas se prendre pour le sachant. Ça a été dit ce matin, Annie a clôturé ce matin, et vraiment... Je suis très heureux qu'on dise ça. Pour moi, il y a 5 I dans notre profession. On peut résumer notre profession à 5 I, tout simplement. Le premier I, c'est l'intériorité. Donc le burn-out, il m'a fait rencontrer mon intériorité, que j'étais exsangue, que je m'occupais plus des autres que de moi. Je pense qu'on est des consultants en intériorité. On aide les gens à s'intérioriser. Plus ils sont à l'extérieur d'eux-mêmes, plus ils vont avoir besoin d'intériorité. C'est dialectique qu'elle me semble incontournable. Le deuxième I, c'est l'intention bienveillante. Voilà, la gratitude. Je pense que poser une intention, c'est repenser l'éthique de notre travail. Les gens, ils ne veulent pas s'amuser plus dans leur travail. Ils veulent que leur travail ait un sens et s'amuser parce qu'il aura un sens. Voilà. Sinon, ils vont faire un coaching, puis 2 coachings, puis 3 coachings, puis une formation, puis un training, puis du yoga, puis du mindfulness. Ça n'arrêtera jamais, si vous voulez. Il y aura de plus en plus de business. Donc, l'intention bienveillante. Le troisième I qui me paraît incontournable dans notre travail, c'est le moment où on travaille sur l'influence. Voilà, je pense que le leadership est en train de remplacer le management, on peut dire ça comme ça. Vous parliez de Favi, Armel. Il y a plein d'exemples d'entreprises libérées qui, en fait, essayent juste d'accompagner les nouvelles organisations avec des nouveaux modes de leadership. Plus personne n'accepte d'être commandé, d'être dirigé, ça a été dit ce matin. Donc le leadership, c'est l'influence. Et je voudrais proposer une seconde de silence, puisqu'influence, c'est le très beau titre d'un très beau livre de François Roustan qui nous a quittés, qui, à mon avis, était vraiment un maître hétérodoxe, voilà, qui a beaucoup compté pour moi et peut-être pour d'autres. Donc voilà, un petit mot pour François. Donc l'influence, c'est aussi au cœur de notre métier. Le quatrième I, je crois, c'est l'immatériel. Le coaching, c'est découvrir qu'on est son propre maître et qu'en même temps, on est traversé par des choses qui nous dépassent. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est de ne pas se prendre pour celui qui contrôle tout, celui qui maîtrise tout. Voilà, et j'avais promis 5 I, le 5e m'échappe. Ça doit être l'illusion. Voilà. Est-ce qu'on passe à des questions de la salle ? Oui, il y a peut-être des réactions. Oui, oui, je ne suis pas vraiment d'accord. Ça ne m'étonne pas. Je crois que nous avons le droit d'être des sachants. On a éventuellement fait des formations, on a de l'expérience. On n'est plus en 68, où je me souviens, où savoir égale pouvoir. On a quand même un peu dépassé ça. Mais je vais préciser en quoi, me semble-t-il, nous sommes des sachants. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, nous sommes donc des sachants pour poser des questions. Et a priori, les bonnes questions. Je vais reprendre la systémique, puisque tu m'as invité à en parler. Pour moi, il y a 2 questions essentielles en systémique, mais encore une fois, tout le monde n'est pas obligé de les prendre. C'est en quoi votre demande correspond à vos besoins. Et ça, c'est adressé à l'ensemble enfin pas seulement aux coachés, mais aux clients en général, à l'entreprise. Et deuxièmement, comment est-ce que vous faites pour ne pas changer ?
J'en rajouterai une deuxième, ou une troisième plutôt. Comment est-ce que vous allez vous servir de moi pour ne pas changer? Autrement dit, ce qui est quand même intéressant dans ce métier, alors je ne sais pas si c'est un tabou ou pas, hein, c'est comment qu'ils font, excusez-moi, hein, je fais comme si vous n'étiez pas là, comment qu'ils font pour nous mettre en échec. Parce que ça, c'est quand même un truc intéressant. Donc ça veut dire que ces questions-là me semblent relever d'une certaine expérience. Et je reprends ce que vous disiez sur l'évidence de l'accélération des changements dans l'entreprise. Le corollaire de ça, c'est que ça résiste de plus en plus. Soit ça résiste dans l'intériorisation au sens de risque, ce qu'on appelle le risque psychosocial, mais les trois questions que j'ai précisées précédemment, c'est vraiment de la résistance au changement. Et c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, ça me semble être une des caractéristiques principales de la systémique, c'est-à-dire, on l'a dit ce matin, tout problème est également une solution. Et c'est avec ça qu'on a scoltiné, et ça s'appelle effectivement la complexité. Réponse de Thierry? Ouais, c'est pas une réponse, mais en fait, ce qui va peut-être nous mettre d'accord, c'est on parle tous depuis notre outil et on a un rapport probablement très affectif avec l'outil qu'on emploie. Moi, je crois que le coaching, ça conduit à un endroit où c'est la personne qui trouve ses propres solutions. Et que cette hypothèse, elle est, pour moi, extrêmement subversive. C'est-à-dire que peut-être qu'on est des sachants, mais on est des sachants dans le fait qu'on ne sait pas grand-chose. Et que c'est au moment où le silence se fait, où il y a un mystère qui opère dans le coaching. Moi, je ne sais pas votre expérience, mais je suis incapable de dire à quel moment le feedback me vient et d'où me vient le feedback et à quel moment la personne progresse. Et ce petit mystère-là, je pense que c'est... Voilà, peut-être qu'on est au contact de cette sagesse-là quand on fait ce métier, et tant mieux, quoi. C'est un peu la présence silencieuse dont parlait Annie ce matin? Oui, je trouve que en fait, c'est difficile de nommer ces choses-là parce qu'elles nous échappent du moment où on les touche. Donc, je crois que c'est une école de l'humilité. J'ai retrouvé mon 5e I. Vous voyez, c'est la libre association, chère à Freud. C'est l'instant présent. Je pense que ça se passe à l'instant présent, le coaching. Et que dès qu'on essaie de se projeter dans 20 ans ou de raconter comment c'était il y a 20 ans, on est déjà en train de se raconter des histoires. Pour ma part, je ne pense pas qu'on résiste au changement. Je pense qu'on résiste à la représentation qu'on se fait du changement. Et que c'est en décollant les représentations qu'on rencontre un espace qui est probablement un espace hors du temps dans lequel ça se passe, dans lequel ça agit, dans lequel ça coach tout seul. Et moi, je suis peut-être addict à ça. Voilà. Je vais refaire un burn-out parce que je ne suis pas guéri. Est-ce qu'on peut passer à des questions de la salle? J'ai compris qu'on était bien dans les nouvelles tendances, les nouvelles formes d'accompagnement, etc. Donc j'avais juste envie de vous donner des informations et vous demander votre avis par rapport à tout ça. Donc je m'appelle Nicolas McIntosh et je suis coach interne chez Orange. Et donc il y a énormément de dispositifs d'accompagnement en interne chez Orange. Il y a une équipe de 8 coachs dédiés sur Paris, 6 coachs en région, en France, une équipe d'une 30aine de coachs agiles. Il y a maintenant une cellule de médiateurs en interne. Depuis 1 an et demi, il y a une équipe de 28 consultants qui travaillent sur la transformation interne. Et puis, il y a à peu près 50 personnes formées en région sur le co-développement. Donc voilà. Et donc, mon avis sur tout ça, c'est que c'est un exemple d'un système qui se dote de moyens pour s'auto-évoluer, comme dit Thierry, s'auto-évoluer, s'auto-apprendre. Et donc, on n'est pas les seuls. Donc, moi j'ai envie de poser la question à d'autres personnes dans la salle. Si vous êtes d'accord, hein, si vous êtes coach interne ou vous avez pratiqué le coaching interne dans le passé, ou vous pratiquez partiellement, est-ce que vous êtes d'accord pour vous lever, juste pour voir un peu le volume de ce phénomène? Est-ce que c'est à la marge? Est-ce que c'est à la marge? C'est à la marge. Ben voilà. Il y avait deux là. Et si vous, encore une fois, allez-y. Ah, c'est pas si à la marge que ça. Coach interne aujourd'hui ou dans le passé? Pas mal. Là, je reconnais des grandes entreprises. Donc voilà, j'avais envie de vous donner ces infos pour demander votre avis sur ça. Merci. Amen. Jacques-Antoine?
Là, je ne suis pas sûre, il n'y a pas vraiment de question, c'est plutôt un écho, hein, je fonctionne en écho. Mon impression, parce que je travaille aussi sur le monde des organisations, sur beaucoup de choses, et j'ai l'impression que si j'emploie une métaphore pour regarder une entreprise comme une grande maison ou comme un grand appartement, et qu'on essaye de voir où se passent les zones, les espaces où il y a du coaching, la pièce qui serait concernée, laquelle serait-elle? Ce serait la salle de bain. Il y a le showroom ou le living room. Ça, c'est pour quand il y a des comités d'audit, les rencontres internationales, les invitations, etc. On sait aussi qu'il y a une cuisine. Une cuisine où on prépare, c'est le back-office. Et ça, je veux dire, le coaching a peut-être travaillé dans la logique cuisine pendant les 20 dernières années parce qu'il fallait des outils, il fallait changer la façon de manger, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, le centre névralgique, et j'emploie vraiment le mot névralgique volontairement, c'est l'espace de la salle de bain, celui de l'hygiène psychique des managers. Et j'ajouterais même qu'il faut que les toilettes ne soient pas trop loin, pour qu'il puisse y avoir aussi une sorte d'évacuation des souffrances du travail. Parce qu'à un moment donné, qu'on se cogne au travail, comme l'ont montré les travaux sur la clinique de l'activité, c'est pas anormal. Il n'y a pas un coupable, il n'y a pas des mauvaises intentions. Alors après, en fonction des bords auxquels on appartient, etc. Mais tout le monde va souffrir à un moment donné ou l'autre au travail. Ou bien va jubiler à certains moments. Mais on a besoin de se laver tous les jours. Et de la même façon qu'on a vu arriver dans les années 60 des salles de bain dans tous les appartements, eh bien, je pense qu'on va voir les salles de bain revenir dans les organisations. Alors, on appellera ça de façon différente, que ce soit chez Orange ou chez Petit Bateau. Mais je crois que ces espaces sont indispensables parce qu'on a tellement rationalisé les entreprises, que ce soit en logique de mètres carrés, de temps disponible, etc., qu'on s'est dit tous les espaces inutiles qui ne rapportent pas directement, on les supprime. Alors que quand vous êtes dans votre salle de bain, vous pouvez n'être avec personne, juste avec votre miroir, c'est le coach miroir peut-être. Quand vous êtes sous votre douche, vous avez le droit de chanter faux, tout le monde s'en fout. Ou chantez juste si vous aimez ça et si vous êtes doué. Quand vous êtes aux toilettes, eh ben, vous ne vous posez pas de questions. Vous avez une gastroentérite, ce n'est pas pour autant que vous avez un cancer et que vous devez aller voir un psy pour vous remettre. Vous avez simplement un épisode difficile. Et j'ai l'impression qu'il faut remettre de l'ordinaire dans les entreprises, de la régulation au quotidien. Et quand je parlais de régulation, la pensée chinoise est une pensée naturelle de la régulation, alors que nous, la régulation est pensée comme institutionnelle, comme appartenant à des institutions qui doivent légiférer, qui doivent décider. Et les systèmes de régulation n'arrêtent pas d'augmenter, que ce soit les gendarmes couchés, les trucs qui nous mettent des radars partout. On est sans arrêt sous régulation. Mais les régulations internes, c'est quoi? Nos régulations psychiques, c'est quoi? Notre hygiène psychique, elle est où? Et je pense que le travail est de plus en plus quelque chose qui appelle des zones d'hygiène et de régulation pour simplement survivre quand ça va mal, pour mieux vivre quand ça va bien, pour s'éclater et se préparer quand il y a le showroom et qu'on veut être sur 131 parce qu'on a une conférence à faire ou quelque chose comme ça. Et le coaching, à mon sens, l'accompagnement peut intervenir dans ces espaces-là. Vincent Lénart. Alors, en écho à ce qui a été dit, moi je suis très sensible à vos propos, Sybille, notamment, et l'exemple de l'intégration et de la compréhension de la culture chinoise, pour moi, est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai un peu travaillé avec François Julien sur cette... mais je voudrais l'élargir encore, parce que je pense que ce qui se joue, et notamment dans les grandes tendances, telles que les a présentées Pierre Giorgini ce matin, qu'on les a évoquées, il y en a une sur laquelle je pense qu'il est important d'insister, c'est, je dirais, l'intégration transculturelle au sens large. Pour ma part, par exemple, la compréhension de la pensée chinoise, très imparfaite en ce qui me concerne, m'a amené à, par exemple, percevoir ma posture à travers les deux polarités. D'un côté, le monde hellénique, enfin grec, hein, nul ne peut entrer ici s'il n'est géomètre, hein, et donc ça a amené jusqu'à Descartes, c'est-à-dire une représentation théorique pour que la réalité conforme à cette représentation théorique, alors que l'approche chinoise est beaucoup plus
dans l'accueil, où on sait qu'on ne sait pas, on ne voit pas les arbres pousser, on ne voit pas la neige fondre, etc. Et la métaphore, pour moi, la plus éclairante est celle du dragon. Vous voyez, le dragon en Occident est vécu comme la bête qu'il faut abattre. Hein, Saint-Georges, tout ça. Donc, le problème qu'il faut traiter. The problem we've got to fix. Vous voyez. Alors que du côté de l'Asie, le dragon, on le vénère, on l'accompagne, on le célèbre, parce que c'est la vie dont on ne peut pas tout à fait cerner la réalité. On ne peut que l'accueillir, la découvrir progressivement. Et le fait, et ça représente aussi la différence entre le jeu d'échecs et le jeu de Go. Le jeu d'échecs, il s'agit de mettre à mort l'adversaire. Dans le jeu de Go, pas du tout. Il s'agit juste de le contraindre un peu parce qu'on va en devenir un allié. Il va falloir vivre avec lui, etc. Donc la compréhension, au-delà de la compréhension, pour mieux comprendre les Chinois et mieux exporter, etc., ce dont il s'agit, c'est, à mon avis, de construire une nouvelle conscience planétaire à partir de toutes ces cultures. Moi, j'ai eu beaucoup des échanges avec les anthropologues comme Hall, etc. Et plus récemment, Rosinski, qui a magnifiquement exprimé ça. Il s'agit, je crois, de vivre, par exemple, dans cette transformation des technologies. J'étais frappé de voir que l'apparition de la génération Y, génération Z, fait qu'on croit qu'il va falloir intégrer la génération Y dans l'entreprise. Pas du tout. C'est les X, les anciennes générations X, qui vont être obligées de s'intégrer avec les générations Y. Et la génération Y, eh bien, ceux de 20 ans sont beaucoup plus proches. Un Français de 20 ans est beaucoup plus proche d'un Indien de 20 ans ou un Américain de 20 ans que quelqu'un de 45 ans de sa génération. Donc, on a des phénomènes d'intégration culturelle, donc de système de représentation qui s'imposent. Et moi qui, depuis 5 ans, vis, mais alors d'une façon massive, avec 3 ou 4 calls par semaine, avec 2, 3, 4, 5 pays en même temps, je me trouve constamment contraint à une autre façon d'aborder les questions, parce qu'il faut que l'Australien, l'Américain, l'Allemand, le Maghrébin, etc., on se comprenne. Voyez. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va modifier notre rapport au coaching, parce qu'on est obligé de passer du présentiel. On est obligé de passer du présentiel, comme tu disais, de Los Angeles. Hein, on ne traverse pas la rue parce qu'on est en... Il va falloir un autre rapport à la relation. Et c'est là, je pense, que nous, en tant que coach, qui sommes des spécialistes quand même, disons, de la relation, et des spécialistes du who, donc de comment construire l'identité dans cet univers en plein bouleversement, où nous avons intégré entre la modernité, la postmodernité, l'hypermodernité, la génération d'une alter-modernité. Et ça, à mon avis, c'est la tendance lourde actuelle. Enfin, voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non? Oui, je suis ravie de la tournure que prennent les débats. Il me semble, pour effectivement travailler au rythme de la traduction en anglais des livres de François Julien, je me suis développé une espèce d'avantage stratégique, puisque je parle beaucoup moins bien anglais que mes collègues anglo-saxons, mais je lis beaucoup mieux François Julien en français qu'eux et en avance. Donc ça me permet d'avoir une espèce de niche. Et aujourd'hui, une de mes ambitions en tant que chercheur, c'est effectivement de pouvoir importer la pensée de François Julien dans le monde des sciences de gestion, des sciences du management, de la théorie des organisations, comme on a importé celle de Foucault. Michel Foucault, par exemple, est beaucoup plus connu par les anglo-saxons que par les Français, sur les méthodes d'accompagnement, sur les logiques d'organisation, etc. Et on a besoin absolument de réviser, d'ouvrir les théories qui sont les nôtres, même si on est d'abord des croyants ou des pratiquants. Il y a toujours des théories qui sont cachées derrière. Et c'est pour ça que ces théories, si on veut les ouvrir et les faire respirer, je pense qu'aller du côté d'autres cultures, c'est important. Pour autant, et c'est là que je voudrais dresser un bémol, la plupart des études qui sont faites sur tout ce qui est interculturel, cross-cultural management, etc., en général, utilisent implicitement des systèmes de mesure des différences entre les cultures qui ont été forgés du côté occidental. C'est pour ça que quand il y a des questionnaires qui sont distribués aux Chinois, par exemple, pour voir comment ils vivent la relation hiérarchique, ils ne comprennent pas forcément la question qu'on leur pose. Mais comme ils sont soucieux d'harmonie, ils font une réponse. Et après, on s'aperçoit que ça ne marche pas. C'est pour ça que les langages et la pensée sont fortement liés.
Quand on va voir du côté d'autres cultures, il est important aussi d'accepter l'idée à un moment donné qu'on n'est plus un sachant, puisqu'on n'est plus dans la même culture pour regarder le monde, l'analyser et souvent un peu l'évaluer. Donc les normes qui existent pour mesurer les différences de culture peuvent s'avérer plus dangereuses qu'utiles. Et François Julien vient de sortir un livre pour faire monter un peu le débat au moment des présidentielles, qui a un titre un peu provocateur, c'est un fascicule, je vous invite à le lire, c'est « Il n'y a pas d'identité culturelle ». Donc là, ça va vraiment très très loin parce que la notion d'identité elle-même est bousculée. La notion d'identité qui fait que je me définis, alors que je sois un pays, une organisation, une entreprise, va avoir tendance à établir des frontières entre le moi, le je, le pays, la culture et l'autre. Alors que François Julien essaie justement de montrer à quel point il est important de constater les écarts sans pour autant les mesurer à partir de normes supérieures pour mieux les traverser et les féconder. Beaucoup d'entre vous ont des enfants dans cette salle. Vous ne saviez pas la tête qu'il aurait avant d'arriver. Bon, maintenant, en général, on sait si c'est un garçon ou une fille, mais on ne sait pas si les yeux seront bleus ou marrons, et on l'aime comme ça. Et je pense que si on peut avoir cette aptitude-là à accueillir ce qui vient, mais sur le modèle biologique, parce que c'est pour ça que je me demande si les 20 années qui viennent pour le coaching ne sont pas aussi un retour aux sources plus interdisciplinaire, plus transculturel que simplement prospectiviste. Ou alors la prospective doit inclure ça. Une question ici. J'ai une question. Oui. Un micro. J'ai un micro, alors j'ai une question là en fait. Tout à l'heure, j'ai posé une question, c'était à l'autre table ronde qui m'obsède presque. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? Donc, je suis Timothée Ferras. Donc, j'ai posé une question qui me paraît assez cruciale et qui m'obsède un peu en ce moment. C'est comment est-ce qu'on fait pour transformer les besoins énormes en demandes effectives? Moi, j'aime beaucoup l'image des toilettes et de la salle de bain. Je trouve que c'est vraiment un lieu ressource. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens ils aient plus envie d'aller aux toilettes? Est-ce qu'il faut en construire plus? Est-ce que je sais pas? Quand vous dites comment est-ce qu'on peut faire, pour moi, c'est vraiment plutôt une question d'éducation au sens général du terme, et notamment en ce qui concerne l'entreprise, de formation initiale de ce qu'on appelle les managers. A priori, les coachs et les consultants, ils viennent après coup. Donc effectivement, comme nous sommes dans des métiers absolument extraordinaires où l'offre crée la demande, on peut imaginer qu'il y a des boulevards devant nous. Mais là, encore une fois, d'un point de vue citoyen, je pense qu'il faut se poser des questions sur le fait que nous sommes, moi, ce que j'appelle généralement des réparateurs. On peut dire ça autrement, on est dans la relation d'aide. Mais pour moi, le gros problème, c'est la formation, l'éducation, donc, disons, scolaire, etc., et la formation des managers. La formation des managers qui est essentiellement technique. On parlait tout à l'heure du leadership. Autant que je sache, j'ai un peu regardé, je regarde de temps en temps, encore maintenant, leadership égale autorité. C'est-à-dire, on leur apprend à avoir de l'autorité, maintenant, d'accord? Et donc, ce sont a priori les futurs managers et tout ça. Ça pose quand même un problème, parce que, précisément, on ne les met pas dans d'autres formes relationnelles avec les autres. On leur apprend, je pense, pas trop le groupe, et encore une fois, surtout l'individu. Donc, je souhaiterais, même si c'est un peu... s'il y a une branche sur laquelle on est assis, que la question de la formation initiale des managers soit effectivement posée, ou en tout cas qu'on se pose des questions là-dessus. Et plus loin encore en arrière, la formation à l'école, tout simplement. C'est-à-dire en gros, en très gros, en très schématique, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est la question de l'altérité, quoi. Sybille, est-ce que dans la formation lycéenne, la formation initiale, il y a des réflexions sur cette notion d'autorité Il y en a, bien sûr, mais j'aimerais bien que mes collègues pensent plus souvent comme moi que comme eux. Mais il y a effectivement un côté... on a un leitmotiv, un motto qui est « Creative thinking makes the difference ». Et ça rejoint ce qui a été dit ce matin par Pierre Giorgini sur l'importance de la créativité.
Mais quand on a la plupart des recherches qui sont faites sur l'innovation ou les enseignements qui sont faits aussi sur comment devenir plus créatif, qui ressemblent à du benchmarking, on peut se demander dans quelle mesure on n'est pas plutôt en train de faire de la reproduction, de l'uniforme, plutôt qu'autre chose. Donc si on crée par obligation et qu'on appelle ça de l'innovation, c'est plus vraiment de l'innovation. Pour qu'innovation il y ait, je reviens à mes méthodes, ma métaphore biologique, physiologique, faire un enfant, créer quelque chose. Il faut accepter d'aller vers ce qu'on ne connaît pas encore, et ne pas savoir ce qu'il va en être. Ce qui suppose de la part des enseignants une capacité à ne plus être sur le statut de celui qui sait a priori, mais qui va effectivement aider à découvrir des univers. Comment vous amenez un problème, vous n'avez pas vous-même la solution et vous devez évaluer après et mettre une note sur la qualité des réponses qui sont faites. C'est quand même vachement risqué. Donc la plupart des enseignants traditionnels, et c'est compréhensible, hein, vont avoir des difficultés à lâcher sur ce savoir. Et je pense que quand on parle de la position du sachant, ce n'est pas juste une question concernant les coachs, c'est une position concernant les leaders. Comment devenir un leader de l'ombre, par exemple, hein, les leaders dans l'ombre. Du grand général, il n'y a rien à dire, explique François Julien quand il travaille sur le traité de la stratégie. Gagner une bataille avant même de l'avoir livrée. Laisser les conditions mûrir pour que la victoire soit facile. C'est complètement à l'envers de cette culture du leader charismatique qui montre ce qu'il a fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et on s'aperçoit bien quand on va justement dans la salle de bain, si je continue, eh bien que tout leader, quand il se déshabille, qu'il enlève ses galons, qu'il enlève tout ça, eh bien, il est tout nu comme tout le monde. Il est tout nu comme tout le monde, et là on retrouve une forme d'égalité et une forme d'intimité qui était évoquée par... non, c'était peut-être pas intimité, instant présent, intériorité, qui a été évoquée par Thierry. Okay, vous voulez dire quelque chose ? Oui, deux choses. Un sur la question de monsieur, et puis réagir à Sybille. Moi, avec tout le respect que je te dois, moi, j'aime pas la métaphore des toilettes, de la salle de bain. Je vais dire pourquoi. Parce que je pense que ce dont a besoin l'entreprise, vu de ma fenêtre, c'est aussi de belles métaphores. On est là aussi pour provoquer des beaux processus, et qu'à mon avis, le lieu où ça va se passer de plus en plus, c'est un lieu sacré. J'ai une solution, hein. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est peut-être des chapelles intérieures, c'est peut-être des espaces, je suis désolé d'employer un terme religieux, on peut chacun y mettre le référentiel qu'on veut, mais c'est plutôt retrouver le sens du sacré dans le travail. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, c'est vieux comme le monde, la question de l'autorité et la question d'apprendre à écouter. Probablement que ça se posait à l'époque de Cicéron et des sceptiques, et ça se posera encore dans 100 ans avec les outils techno qu'on a, ça ne changera rien. Moi, je trouve que la promesse du coaching, c'est d'apporter au client des belles métaphores et un espace qui lui permet d'être autonome. Donc, par rapport à votre question de sordide et de propre, je ne suis pas sûr qu'on soit plus propre que nos clients. Et je ne suis pas sûr qu'on ait une promesse hygiéniste, surtout pas, quoi. Moi, je revendique plutôt l'inverse. Je crois qu'on n'est pas des spécialistes de la relation. Je ne pense pas que le coaching soit réservé à ceux qui vont mal. Encore une fois, je pense que la vocation de coach, elle est inscrite en chacun de nous. Que du coup, le marché, il est gigantesque. Et qu'on est juste des médecins pour personnes en bonne santé, mais qui s'ignorent comme étant en bonne santé. Et c'est ce renversement-là qui rejoint la médecine chinoise. C'est-à-dire que, de la même façon qu'on ne va pas voir un thérapeute uniquement quand on va mal. J'espère qu'on a atteint cette maturité-là en France, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, d'un coaching qui n'est pas réparateur de carrière. Je pense qu'on est dans le développement. Alors, par rapport à votre question de la demande, je la trouve très légitime en termes de réalité économique. Pour moi, la demande, elle est immense. Simplement, c'est nos égos qui font obstacle. Et moi, mon ego, il m'empêche de faire une confiance inaltérable à mon client. Et je ne vais pas vous apporter une réponse, mais si le réflexe, quand je n'ai pas la réponse, c'est d'aller voir mon superviseur, je suis encore en train de faire allégeance à une vieille autorité patriarcale. Le superviseur, ce n'est pas celui qui en sait un peu plus que moi. C'est celui qui est un peu plus au contact de ce vide intérieur et qui a un peu moins peur que moi. Voilà, donc je ne sais pas très bien de quoi on est des distributeurs, sinon des distributeurs de vide et donc d'évidence. Voilà. Alors, juste pour... Bravo. Merci Thierry. Juste une petite réaction de Sybille et une question de Reine-Marie et on clôture là le débat. Mais
il est clair que je suis un peu provocatrice quand j'emploie cette image. Et quand je parle d'hygiène, c'est pas parce qu'on prend sa douche qu'on se sent sale, c'est simplement parce qu'on est vivant et que quand on travaille, on transpire. Hein, c'est aussi simple que ça. Mais si j'emploie une métaphore plus élégante, parce que là, je ne suis pas coach en face de clients. Hein, je suis dans une table ronde et je parle à une assemblée. Et en plus, on est en pleine digestion. Donc il faut aussi qu'à un moment donné, ça sursaute. Mais si je devais prendre une image, je parlerais, moi ça me faisait toujours rêver quand je lisais des livres, c'est Madame se retira dans son boudoir. Et je me disais, quand je serai grande, j'aurai un boudoir. Et le boudoir, il a un nom formidable parce que c'est l'endroit où on peut avoir ses livres, où on peut se remettre du maquillage si on est une dame, où on peut être de mauvaise humeur. Ça me rappelle Colette qui disait je pouvais me gratter la tête parce que j'avais plein de poux sur la tête ou des choses de ce type. C'est un endroit où il y a de l'intime et où on n'est pas forcément en représentation. Donc c'est peut-être une image plus noble parce que je ne voudrais pas être en distance par rapport à ça. Mais il est clair que dans une situation, si je dois accueillir un comité de direction, je n'irai pas leur dire « allez aux toilettes ». Néanmoins, juste question logistique, ici, ça bouchonnait un peu tout à l'heure, hein, à cet endroit-là. Et au moment des repas aussi, on s'aperçoit bien que tous ces systèmes de régulation naturelle sont ceux aussi qui vont faire que la journée est plus ou moins réussie. Merci. Merci. Merci Sybille. Une dernière question, Reine-Marie. Oui, Reine-Marie Albou, je suis coach et je suis psychanalyste et superviseur. Alors, je suis contente d'avoir peut-être le mot de la fin. Ce n'était pas tant une question qu'un constat. Du plaisir de vous voir échanger sur François Julien, la pensée chinoise, les ouvertures scientifiques les plus palpitantes telles qu'elles nous ont été présentées ce matin, différentes approches qui nourrissent le coaching. Et je voudrais simplement rappeler qu'il y a un peu plus de 10 ans, en 2005, a eu lieu le premier colloque de la Société française de coaching, dont le thème était « De l'ère des pionniers à l'ère des professionnels ». Et ce qui avait animé l'équipe dont j'avais l'honneur de piloter les travaux à ce moment-là, c'était l'idée de réinscrire le coaching, ou de l'inscrire tout simplement, dans le champ des sciences sociales et humaines. Et je crois que si le coaching a un avenir, il est dans ce fond, dans ce trésor qui nous féconde en permanence. Donc voilà, ce plaisir d'entendre ces ouvertures et bien entendu de les encourager. Merci à vous.